Je peux te demander une seule et bonne raison pour voter Benoît Hamon? Parce que c'est le candidat qui a du courage politique et qui ose parler de changer de système et de valeurs et qui est féministe et qui l'affirme. La fin du dogme des 30 Glorieuses, qui n'est pas une référence mais qui est une aberration dans l'histoire. Qui s'inscrit dans une autre société alternative avec un modèle de développement différent en fait et qui remet en cause le dogme de la croissance qui on sait ne fonctionne pas. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on n'attend plus la croissance, c'est ce qu'il a dit, à partir de là, toutes les mesures qui sont prises en conséquence. Et c'est ce qu'on pourra dire la cohérence de son projet, mais du coup qui fait sortir d'un autre modèle qui est celui qui est recherché par tout le monde en pensant qu'effectivement on va développer l'emploi en améliorant la productivité, en diminuant le coût du travail, alors que finalement ces mesures-là ne marchent pas du tout. Pour moi, c'est véritablement le candidat qui est à gauche, qui incarne la gauche du XXIe siècle, une gauche moderne, une gauche qui n'oublie pas l'aide sociale, une gauche qui allie écologie et réduction des inégalités. La bonne raison, c'est que c'est une manière de faire de la politique différemment et surtout intégrer tous les éléments des mutations sociales, économiques et sociétales qui permettent d'être dans une cohérence absolue. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur à gauche. 8h30, 9h10, un cours avant d'aller bosser. Je pense que c'est le seul candidat qui a vraiment pris la mesure de ce que pourra être la société demain. Pas uniquement la société française, mais la société et l'état du monde. Je roule pour Benoît Hamon, tout simplement parce que je me reconnais sincèrement dans sa politique. C'est l'humain avant tout avec le revenu universel. Donc, pour moi, aucune de ces propositions n'est là pour faire le buzz. C'est pas pour faire parler de lui, c'est par ce qu'il souhaite répondre aux principales interrogations que les gens se posent, que ce soit sur le rapport au travail, que ce soit sur la question écologique, ou même la politique étrangère. On peut essayer de nous inviter à réinventer ensemble une société du XXIe siècle. Et justement, l'intérêt, c'est qu'il ne nous dit pas « je sais tout et suivez-moi », mais qu'il propose aux citoyens de venir s'engager en politique pour le construire avec lui. Il est simple, d'abord. Il la ramène pas. Il est d'une simplicité qui, à mon avis, est vachement intéressante. Il s'adresse aux jeunes, ça c'est important. Et sur le revenu universel, je trouve que c'est une idée vraiment intéressante. Maintenant, le cannabis, ça j'en sais rien. Nous sommes à l'hôtel de ville, c'est le jour de droit pour les sans-abri, il faudrait qu'il y ait un droit pour tout le monde, ils ont le droit de vivre comme tout le monde, donc on est là pour les soutenir. On meurt dans la rue, et à un moment donné, il y a très longtemps, du temps de la rue du Dragon, il y avait une carte postale en noir et blanc, sans toi je meurs. Moi je dis plutôt ça, sans toi je meurs dans tous les sens du terme. Il faut rappeler que ça va encore cailler pendant une semaine, il y a des gens dehors, il faut lancer le plan grand froid, réquisitionner les ailes d'hôpitaux qui sont vacantes et qui sont chauffées, qui peuvent être chauffées tout de suite. Je vais vous répéter une phrase de mon ami Jacques Brel, j'ai mal aux autres. Il va y avoir une semaine de froid terrible, qu'il y a plein de gens dans la rue à Paris, dans tous les arrondissements qui dorment dehors, et que c'est insupportable. Moi, de voir les enfants la nuit, dans Paris, l'hiver, sous la pluie, dormir avec leur papa et leur maman, vous voyez, ça me choque. Quand chaque jour tu descends de chez toi, tu vois un mec qui fait 3 degrés, toi t'as froid dans ton manteau et lui il a passé la nuit dehors. L'autre jour en sortant des Halles, je vois un couple avec enfant, un bébé par terre dans la rue, mais on marche sur la tête. Dans la rue on meurt, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et par ailleurs, il y a des études qui montrent, alors c'est plus cynique, mais qui montrent que c'est plus cher pour la société de laisser quelqu'un à la rue, au-delà du drame humain, en prise en charge hospitalière, psychiatrique, etc. C'est quand même un peu essentiel le logement pour vivre. Sans logement, on ne peut pas vivre, hein. J'en ai ras-le-bol. Ces gens qui sont à la rue, c'est comme si c'était moi, c'est comme si c'était mon fils, c'est comme si c'est des humains.
c'est des humains. Et vu le prix des choses, on va de plus en plus être confronté à ça. Qu'est-ce qu'on veut? Logement! Qu'est-ce qu'on veut? Logement! Et pour qui? Pour tous! Pour quand? Tout de suite! Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori i denti. Dire aussi à Madame Hidalgo qu'il faut qu'elle oublie un peu peut-être son programme, son grand projet sur l'île de la Cité. C'est vraiment pas une bonne solution pour les classes populaires et les classes moyennes à Paris. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On est en colère, on est en 2017 et il y a encore des millions et des millions et des millions de gens qui n'ont pas de toit. Tout ça, à un moment donné, c'est un problème global qui fait qu'il y a une spéculation immobilière et ce qui fait que le logement ne devrait pas coûter si cher alors que c'est un droit absolument indispensable. À Paris, là, on est sur l'île Saint-Louis. Il y a plus de la moitié des logements qui sont des résidences secondaires ou des logements Airbnb. Donc nous, à Paris, il y a 110 000 résidences secondaires, 100 000 logements vacants. C'est monstrueux. Autant que le 15e et le 16e arrondissement entièrement vides. On demande que soit interdit également les locations touristiques à la journée, comme il y en a de plus en plus sur cette île de la Cité. Vous savez que sur l'île de la Cité, ils vont fermer le palais de justice, ils commencent à parler aussi de fermer la préfecture de police, et ils veulent fermer l'hôtel Dieu, tout ça pour mettre des touristes, des hôtels de luxe, les marques mondiales là qui vont venir s'installer sur l'île de la Cité, ils vont creuser ici et mettre je sais pas quoi, des trucs en verre, avec les petits bateaux individuels là, avec 4 personnes, les petits taxobots, je sais pas comment ils appellent ça, ils nous en parlent plein les colonnes des journaux, et pendant ce temps-là, les gens ils crèvent dans la rue. Les élus communistes, on porte la taxation de ces résidences secondaires et de ces logements vacants. On a obtenu la multiplication par 3 de la taxe qu'on a fait créer pour la résidence secondaire. On va libérer des milliers de logements, ça va être voté au Conseil de Paris d'ici la fin du mois. C'est pas assez, c'est très insuffisant, c'est déjà un premier pas. Ce qu'il faut, c'est taxer très vite ces 110 000 résidences secondaires, ces 100 000 logements vacants. On peut en libérer très vite 50 000, 100 000 et bien sûr aller jusqu'à la réquisition comme l'extrait de cette manifestation. On dit maintenant, il faut ouvrir tous les locaux qui peuvent être chauffés immédiatement pour les sans-abri. Il faut que les municipalités, les préfets disent ça y est, on ouvre là, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Venez, vous êtes à la rue, venez, vous vous mettez là, faites la queue et on va vous loger. S'il n'y a plus de place, on vous mettra ailleurs. C'est ça qu'il faut faire. C'est une mobilisation immédiate sur les locaux qui sont chauffés. Donc le lobby qui est en face, c'est les propriétaires qui disent je m'en fous, je veux garder mon logement vide, je m'en fous. S'il y a 110 000 logements vacants, 100 000, je m'en fous. Et c'est dans une proportion dingue à Paris. Quand même 210 000 logements soit vides, soit résidences secondaires et 30 000 logements loués illégalement Airbnb. En tout, ça fait 240 000. C'est monstrueux. Au lieu de se sentir coupable et de rester chez soi à se dire qu'est-ce qu'on peut faire, justement venir dans la rue, mener des actions citoyennes, des réquisitions pour se dire qu'on fait avancer la cause du logement. Salut encore une fois l'ensemble des élus présents ce soir, l'ensemble des militants, l'ensemble des sympathisants, l'ensemble des citoyens, des participants à ce meeting, avec Benoît Hamon. On peut l'applaudir encore plus fort, député, président du conseil départemental et ancien ministre. Le candidat qui nous redonne l'espoir, Benoît Hamon, nous venons plus dans quelques petites minutes. Pour débuter ce meeting ce soir.
savez, depuis le début de cette campagne pour Benoît Hamon, c'est un leitmotiv, s'appuyer sur les forces vives de la société civile. Chers amis, Benoît Hamon! Quand j'ai démarré la campagne il y a de cela 4 mois, on ne parlait que de quoi? Identité, sécurité, fermeté. C'était là-dessus qu'allait se jouer l'élection à gauche. Il fallait qu'on soit les champions de la question identitaire, les champions de la question sécuritaire et incarner si possible, dans le costume un peu serré, comme ça, là, la fermeté. Je revendique, moi, aujourd'hui, au nom de l'idée que je me fais de la démocratie, de mettre loin, mais très loin, cette notion d'homme providentiel. C'est immature de le faire. C'est irresponsable. Ça n'a aucun sens. Ce que je dis, c'est une option. Ça n'est pas la vérité, ça n'est pas le mensonge, c'est un chemin. Vous le prenez si vous pensez que le revenu universel d'existence nous permettra de maîtriser notre rapport au travail. Vous le prenez si vous pensez que le 49.3 citoyen permettra d'avoir davantage de pouvoir. Vous le prenez si vous pensez qu'on ne peut plus avoir des modes de consommation et de production qui démolissent la planète. Ce qui ne serait pas raisonnable, c'est de ne pas voir ce que sera l'impact de la révolution numérique sur le travail. Oui, la révolution numérique aura comme conséquence la raréfaction du travail, c'est même une très bonne nouvelle. Parce que cela veut dire que tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre, nous le produirons avec moins de travail humain. Et certains pensent que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est donc un nouveau pilier de la protection sociale qui s'ajoute à des piliers existants et qui prend en compte quoi? La raréfaction du travail et donc la nécessité de penser cette transition-là. Eh bien, le choix politique que je mets sur la table est celui du revenu universel d'existence. Selon quelle philosophie? La possibilité pour chaque citoyen, qu'il travaille ou pas, de disposer d'un revenu qui lui permet d'être plus autonome, je le disais tout à l'heure, par rapport au travail, c'est-à-dire d'avoir une capacité de négociation par rapport à son employeur pour, notamment quand on occupe un emploi peu ou pas qualifié, être en situation de se libérer d'un travail qui est un travail parfois pénible et difficile. Je l'ai dit et répété, moi sur cette question, ma main ne tremblera pas. Je voudrais terminer en répétant une phrase qui disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est arrivée. » Notre heure est arrivée. Trois bonnes raisons pour voter Benoît Hamon aujourd'hui. La transition écologique, le revenu universel et la dépénalisation du cannabis. Pourquoi je vote Benoît Hamon? Parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est la jeunesse. 2, tout ce qu'il est en train de dire pour les jeunes et tout le reste, il va le faire. Je viens de Seine-Maritime et c'est un honneur d'être venu jusqu'ici par ce monsieur, un honneur. Désolée, j'ai pas encore pris ma décision. Ici, on a un élu d'une ville populaire qui a une vision qui est écologiste, humaniste du futur et qui connaît sa population et ses dossiers aussi. La bonne raison pour moi aujourd'hui, c'est parce que je suis féministe, déjà pour commencer. Je suis humaniste et c'est déjà les meilleures raisons, voilà, pour pas faire un long discours. Franchement, sa profonde honnêteté. C'est ce qui me plaît. Il prend bien en compte les enjeux du futur, tels que la transition énergétique et aussi la robotisation, la numérisation de l'économie et surtout en fait il met fin au culte de la croissance et ça c'est essentiel. Le 49.3 citoyen, et bien entendu le revenu universel d'existence et de manière générale sa sincérité dans sa démarche. C'est un homme qui a du cœur. C'est un homme qui est généreux et qui me donne envie tout simplement de voter parce qu'il a l'air d'être honnête pour un politicien. Voilà. Je pense que dans cette campagne des primaires, c'est vraiment celui qui peut à la fois développer notre imaginaire, nous faire rêver et pose à chaque étape les différents moments où nous pourrons choisir et décider ensemble.
Merci de ce que vous faites, de continuer à le faire. Parlez-vous aussi entre vous, entre associations. Je vous invite donc à vous retourner et à vous rendre vers le cocktail à partager. Les vœux pour moi, ce serait que une paix dans le monde, tout le monde soit heureux. Beaucoup d'amour pour toi et pour tout le monde. Mes vœux, c'est la solidarité toujours et encore plus, et se passionner pour les gens qui savent se passionner. Voilà. Là, moi, je suis confiant, en plus de la santé, de l'amour, vas-y. Que tout le monde puisse s'entendre de bon cœur, avec beaucoup d'ambition. Mes vœux à moi pour 2017, c'est que le monde s'apaise et qu'on soit tous contents de se retrouver ensemble. Mes vœux pour 2017, c'est que toutes les belles associations du 20e soient en pleine forme parce qu'on a besoin de tout le monde. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouth? Non. Parce qu'il n'y a plus de papoutes. L'histoire du pouce? Non. Elle est comme ça. Très bonne année 2017. Le malaise général des soignants, en fin de compte, c'est un manque de moyens, un manque de personnel, suite aux économies de notre chère ministre Marisol Touraine. Même quand on proteste en disant qu'on a des manques de moyens, de matériel, surtout au bloc opératoire, on nous répond qu'il vaut mieux changer de métier et se taire. Donc, voilà. On est sur des chiffres de rentabilité, d'activité, alors que nous, on est des soignants. Ceux qui auront de l'argent pourront prendre une infirmière. Celui qui n'en aura pas, il aura une personne venue d'un pays voisin qui pourra faire des petits soins à la petite semaine. Surtout low cost et pas cher. On ne peut pas avoir la santé au rabais. Et donc, je le dis haut et fort, pas de santé au rabais. C'est comment un infirmier en colère, ça fait quoi? Ouh. Oh, bah c'est pas méchant. Le métier fait qu'il faut qu'on garde le sourire. Du monde, il nous manque de la reconnaissance par rapport à nos années d'études, par rapport à notre travail, par rapport à notre statut. Et on le fera toujours notre travail. Mais on pleure parce qu'une infirmière pour 32 patients, c'est pas possible. Une infirmière pour 13 enfants, c'est pas possible. On peut pas les surveiller. C'est une réalité. On a eu plusieurs cas de suicide de nos collègues. Donc il faut en parler aussi du malaise des soignants à l'heure actuelle. Tous les jours sur le terrain, on donne beaucoup. Oui, c'est l'abattage. Ouais. Voilà, c'est un petit peu notre sacerdoce, notre histoire de bonne sœur. Soigne les autres et tais-toi. Ça fait presque 40 ans que je travaille et que tout a bien changé. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est plus acceptable. Elle a la palme d'or aujourd'hui, Madame Touraine, de la ministre la plus détestée des soignants. Si elle pouvait penser à nous que si un jour ses enfants ils sont malades ou si elle est dans un lit, elle serait bien contente qu'on s'occupe d'elle correctement avec des bonnes conditions. Marisol, bouge-toi. Alors c'est vous les bébés, c'est vous la relève? Exactement. Honnêtement, si c'était à refaire, on se poserait réellement des questions. Réellement. C'est assez compliqué, le manque d'effectifs. En plus, donc voilà, nous on se spécialise puéricultrice, manque de revalorisation de notre métier, de nos compétences. On leur ferait parce qu'on aime ça, mais on aime s'occuper des gens. Mais on reste là, on lâche pas l'affaire. L'infirmière, elle a un côté relationnel avec les gens, donc forcément, elle va aller le soigner, le pauvre, il est malade. On est de moins en moins et les malades sont seuls dans leur lit. Ils reviennent du bloc, ils ne voient pas d'infirmière pendant des heures. Les malades attendent 20 heures sur un brancard. On perfuse des gamins. Il y a une collègue de Poitiers qui nous disait qu'ils perfusaient les gamins par terre sur des draps.
Enfin, Et au final, c'est le patient qui en pâtit parce que au niveau du relationnel, c'est ça qui compte énormément et qu'on arrive de moins en moins à appliquer. Et maintenant, la fermeture des lits, on ne peut plus soigner les gens comme avant. Manque de personnel, c'est plus des soins maintenant, c'est de l'activité d'usine. On y va là, on y va. Allez, on y va. Marisol est foutue, les soignants sont dans la rue. Marisol est foutue, les soignants sont dans la rue. Infirmières en colère, y en a marre de la galère. On n'a pas une culture revendicative, mais il est urgent que Marisol entende les infirmiers, les infirmières, les étudiants, parce que c'est plus acceptable, parce que trop de vies sont en jeu. Allez Marisol, on arrive.
salon de la médecine douce est à l'assaut. Et donc on a beaucoup de monde là intéressé par le bien-être, voilà, pour se faire du bien toute l'année. On attache de plus en plus d'importance à ça. C'est indispensable le bien-être, on a toujours besoin de se faire du bien. Et moi je cherchais des pierres, des pierres énergétiques, voilà. On a deux parties de nous qui nous composent. On a une partie qu'on appelle notre conscient, qui est très cartésien, qui est très analytique. C'est celui qui fait que je vous parle en ce moment. Et puis on a un inconscient, qui est une partie cachée à l'intérieur de nous et qui recèle toutes nos ressources. Et donc d'accéder à notre inconscient par plusieurs moyens, comme l'hypnose, comme la programmation neurolinguistique thérapeutique ou d'autres outils, permettent justement d'accéder à nos ressources cachées et de trouver de la ressource quand on est en situation de stress. Petit hamburger, là, ça fait partie du bien-être? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ils sont véganes, donc 100% végétal. Donc avec un steak végétal à base de protéines, de pois et de blé. Que les jambes sont surélevées et que du coup l'alignement de la colonne vertébrale il est parfait. Pourtant pour vous de se préoccuper de son bien-être aujourd'hui? Aujourd'hui c'est vraiment très important, effectivement. Malheureusement c'est oublié dans la vie des gens. Mais il est temps de rattraper tout ça. Souvent les personnes sont dissociées de leurs propres émotions. Et donc de temps en temps de refaire un petit point et de les amener à se retrouver elles-mêmes, ça peut être très utile. On s'est coupé du monde, on s'est coupé de la terre et donc aujourd'hui on a besoin de se reconnecter. Je pense qu'on essaye de faire des choses, de s'occuper de sa santé de façon plus douce. C'est très important de s'occuper de son bien-être. Ça sert à quoi cette machine, madame? Il paraît que ça fait maigrir. Vous y croyez? Je ne sais pas, mais en tout cas ça active la circulation sanguine, c'est sûr. S'occuper de soi, c'est pouvoir être disponible pour plein d'autres choses. Trichothérapie, on dit trichothérapie. Ouais. Ensuite, c'est une coupe énergétique qui procure une grande détente générale. On redynamise l'énergie vitale. Et on apporte un bon soin au niveau des cheveux et du cuir chevelu. Je pense qu'il ne faut pas être trop naïf non plus. C'est-à-dire il ne faut pas croire n'importe quoi, oui. Vous n'êtes pas trompé de salon, vous vouliez pas aller au salon de l'agriculture plutôt? Effectivement, plus salon de l'agriculture que salon du bien-être. Qu'est-ce que ça vous procure, vous, là, d'avoir mis ces lunettes? Eh bien, une sensation de bien-être, on se sent partir, on se sent bien. C'est vrai que la société aujourd'hui nous sollicite à travers les images, à travers énormément de choses. Et on a besoin de se recentrer sur soi pour prendre de la plénitude. Ça vous procure quoi, vous, là, d'avoir une sensation de plaisir. On a l'impression qu'on se coupe complètement du monde et c'est un effet relaxant extraordinaire. C'est ma philosophie, c'est l'abondance du cœur et l'abondance de la relation. Je pense que rien ne pourrait fonctionner s'il n'y avait pas de belles relations humaines. Salut Télévocal. Ça va Télévocal? Toujours sur le canal 31. C'est ça. Là on se dirige vers la place du Châtelet pour aller symboliquement vers le palais de justice. On arrive de la place de la République, on est en manifestation aujourd'hui contre toutes les formes de répression, que ce soit la répression policière dans les quartiers, la répression dans les entreprises ou la répression dans les mouvements sociaux, dans les manifestations. On fait une manifestation contre la loi travail, ils n'ont pas arrêté de nous taper, nous massacrer, nous gazer, nous nasser, etc. Là on fait une manif anti-répression contre les flics et qu'est-ce qu'on a des flics? Aujourd'hui c'est mobilisation contre la pénalisation des luttes. Bon moi je suis touché directement, mais il y a autour de moi il y a à peu près 1500 personnes qui sont touchées aussi. Oui, je me sens criminalisé. Tu sais que l'autre fois devant l'Assemblée nationale, d'être 4, les CRS m'ont dit que c'était un rassemblement illégal. On était 4. Petit poulet, on t'aime bien. Petit poulet, tu ne prends rien. Petit poulet, on voudrait te protéger de la loi précarité. Toi et tes enfants. Tu sais, la loi connerie, la loi KFC. On voulait aller jusqu'au tribunal de grande instance, il y a le Quai d'Orsay aussi, on n'a même pas le droit d'y aller. De nos jours, on peut plus sortir dans la rue
quand on est classé du mouvement de gauche par le gouvernement, on est systématiquement chargé, alors que ceux qui vont prôner contre le mariage homosexuel ou tout ça, alors eux, il n'y a aucun problème et on va jamais avoir des flics qui vont les tabasser parce qu'ils sont dans la rue. On est nombreux à plus en pouvoir de l'état d'urgence, de la pression policière et judiciaire qui est mise sur tous ceux qui s'élèvent dans la population contre ce système et contre ces dysfonctionnements. Du 49-3, les inculpés, on va jamais les oublier. Ni Adama, Rémi Fraisse Traoré. Je suis assigné, je suis mis en examen, je passe bientôt en procès. Il y a d'autres procès qui ont lieu dans plusieurs villes de France, petites ou grandes villes. Il y a à peu près 1500 personnes qui sont touchées aussi, qui sont concernées par environ 500 procès qui se sont mis en place depuis février 2016 contre des personnes qui se sont mobilisées contre la régression sociale en général. Ce qui m'attriste le plus, c'est peut-être le fait que les gens qui essayent d'aider soient opprimés. Ça, je trouve ça juste insupportable. Par exemple, moi, j'ai occupé les locaux du MEDEF. Mais c'est pas ça qu'on me reproche. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir dégradé les locaux du MEDEF en les occupant. Il y a plein de gens qui ont sur le dos une plainte, en gros, qui les fait passer pour des bandits de droit commun, pour des casseurs, des gens malveillants, et qui sont en fait des plaintes parallèles suite à une mobilisation politique ou syndicale. Pas assez nombreux, mais c'est déjà ça. C'est retourné dans tous les sens, c'est retourné à l'encontre de... Et c'est retourné toujours à l'encontre de ceux qui se mobilisent. Il est temps qu'on dise stop à tout ça. Ah bah l'État policier, ah bah l'État policier, ah bah l'État policier. Nous sommes au salon Parapsy. C'est le salon de la voyance, des arts divinatoires, de la forme et du bien-être. Donc si on veut avoir la vérité vraie, on vient consulter directement sur place. Je suis venue voir un guérisseur parce que quand à l'hôpital ça traîne, on se dit qu'il voit ou qu'il ne voit pas, on n'a rien à perdre de venir les voir, surtout quand on donne ce qu'on a. Bonjour monsieur, votre prénom? Philippe. Philippe, alors votre question... Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour François Fillon? Qu'est-ce qu'il va se passer pour l'instant, il serre les fesses, François Fillon. Ces vieux démons vont le rattraper. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très secret, c'est quelqu'un de très manipulateur, qui est très malin, qui est très stratégique. Donc si je devrais être objectif sur la question, de dire que c'est quelqu'un, il y a plutôt de la méfiance plutôt que du bon sens. Comment tu le sens à Mont, toi, là, comme un candidat de gauche? Il va passer le second tour, tu crois? Je ne le ressens pas au second tour. Le second tour, je pense, c'est la droite. Et Trump, tu crois qu'il va tenir le coup? Je ne crois pas qu'il ira jusqu'au bout. J'ai la sensation qu'il y aura un petit coup dur pour lui aussi. C'est une société qui est en pleine destruction. Par contre, 2017, qui est une année d'improvisation, une année donc d'étonnement, mais où il y a une réponse et où il y a des prises donc de conscience. On a envie d'y croire, mais ça fait peur aussi quelque part. Par rapport à la chaîne dont vous faites partie, que vous représentez, on me donne le nombre de 2 ans. Alors ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter au bout de 2 ans. Par contre, ce que je capte, c'est qu'à l'issue des changements gouvernementaux que nous allons connaître d'ici 5 ou 6 mois, des décisions très importantes seront prises. Il y a quand même quelqu'un qui nage bien. Alors, vous nagez bien. Vous nagez bien, quand même, comme je dis, beaucoup d'efforts. Mais il y a eu quand même des événements importants. Je vois les meubles du bureau qui ont changé, le bureau qui a changé, qui s'est amélioré, la paye aussi qui a changé, le rendement qui a changé. Et il faut dire quand même que vous vous êtes bien accrochés parce que c'est vous seul qui avez eu la foi. Et ben vous allez prendre 3 cartes, vous allez mettre devant vous sans les retourner. C'est une bonne, je trouve que c'est une bonne évolution. Il va falloir par contre trouver un équilibre. La vie, ce n'est pas qu'une dualité, ce n'est pas que les rapports humains contre l'argent, c'est réussir à, si vous voulez, équilibrer les deux
Et donc à partir du moment où vous arriverez à faire ça, eh ben, il n'y a pas de problème. Et moi je ne vois pas de danger de disparition si vous êtes conscient de ça et vous êtes dans le monde de la matière. Donc il faut aussi que vous privilégiez ça, que cette chaîne elle privilégie ça, qu'elle s'installe, qu'elle est d'une forme de sécurité dans la matière. Et ça va être bon. Voilà, moi je ne vois pas de catastrophe. Je vois par contre un nouveau dirigeant pour l'année 2018 et pour moi la chaîne dont vous faites partie réussira à se relancer bien et durablement. Mais... Ça va pas être facile, je pense que votre chaîne va avoir encore du mal, mais je pense que peut-être dans les 2 ans vous aurez une petite évolution. Une petite question, Télébocal me poser une petite question, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que la chaîne Télébocal va perdurer? C'est une petite chaîne, il y a des gros mastodons en face de nous. Est-ce qu'on va pas se faire manger? Il y a toujours des solutions par rapport aux financiers en tout cas, qui sont trouvées. Il y a des petites pertes, mais il y a plus quand même des rentrées, etc. Et ça en réussit. Donc normalement, en principe, ça devrait bien être parti pour continuer à cette prospérité. Quel est le prénom du PDG? Richard. Alors pour moi oui, puisque je vois donc d'autres modèles donc de financement qui arrivent. Il pourrait y avoir aussi un contact donc avec un pays donc d'Europe qui permet justement donc beaucoup plus donc de créativité avec des possibilités, parce que j'ai beaucoup de flashs où je vois comme si qu'il y avait des films. Alors je ne sais pas si vous avez l'intention de faire des documentaires, donc des films, mais ça vous permettra en fait de survivre et de vous associer donc à d'autres partenaires, pour moi, qui ne sont pas français. En tous les cas, l'histoire s'éclaircit pour vous. Vous aurez beaucoup moins de problèmes comme vous l'eussiez eu à l'époque. Des fois, ça fait du bien d'entendre parler de soi et de se projeter un petit peu dans l'avenir malgré tout.